Il est 20 h, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Bientôt, les avenues de la paix à Matete de la Libération ex-24 novembre à la hauteur du marché Sélémbao vont changer de visage. Vous suivrez dans ce journal le lancement des travaux d'asphaltage de ces routes qui seront très bientôt ouvertes à la circulation. Enfin, les Congolais bloqués en Ouganda en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 viennent de regagner. Les seuls Congolais, ils ont été sensibilisés au respect de gestes barrières. Ce journal magazine va se pencher sur l'épineuse question de la dollarisation qui fragilise l'économie congolaise, d'ailleurs qui vit déjà sa descente aux enfers. Nous suivrons dans ce journal l'évolution de l'inflation en RDC et l'impact de la dollarisation sur l'économie congolaise, et nous ferons un coup de projecteur sur le métier de changeur de monnaie, appelé communément combiste, souvent accusé d'être à la base de la hausse du dollar américain. Vous aurez droit également à la rétrospective de la semaine, question de vous mettre au parfum de l'actualité de la semaine qui se termine. Mais tout d'abord, l'actualité. Bonsoir, nous ouvrons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient la gestion saine des finances publiques. C'est dans cette optique que la présidence de la République réaffirme son engagement pour la promotion de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, qui passe par la bonne gestion des finances publiques. Pierre Kibambeso Moïsa nous en parle. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la gestion saine des finances publiques à laquelle il veille à tous les niveaux, particulièrement sur la qualité des dépenses publiques, surtout en ces temps de raréfaction des ressources financières de l'État des suites de la pandémie mondiale due au coronavirus. L'on se rappellera qu'à l'aube de son magistère, le chef de l'État avait, au terme d'un voyage officiel, retourné au trésor public les reliquats des frais de mission. Un geste fort du président de la République marquant son attachement à la bonne gestion des deniers publics. Il est ainsi surprenant qu'un média étranger affirme que la présidence de la République a consommé plus de 17 millions de dollars américains au cours d'un seul mois de juillet sur les prévisions budgétaires de juillet, août et septembre 2020. L'on devrait noter que la réalité des dépenses publiques des institutions est mieux renseignée par un autre instrument, à savoir le plan de trésorerie établi au ministère des Finances, plutôt que dans le plan d'engagement du ministère du Budget. Dans le strict respect de l'art, l'on devrait se donner la peine d'approcher les services de la présidence de la République, notamment le comptable public principal des dépenses affectées à la présidence de la République par le ministère des Finances, pour avoir des chiffres exacts sur ce que la présidence de la République a réellement consommé. En réalité, le plan de trésorerie indique que pour le mois de juillet, la consommation de la présidence de la République relative aux rémunérations et aux frais de fonctionnement est largement inférieure à l'enveloppe inscrite dans le plan d'engagement. Par ailleurs, les données de plusieurs mois qui ont suivi la déclaration de la pandémie de la Covid-19 renseignent que la présidence de la République n'a guère dépassé le plafond des 5 millions de dollars américains lui alloués. Il faudrait donc un minimum de rigueur et de professionnalisme pour éviter une grossière méprise étalant l'ignorance flagrante des étapes de la chaîne de dépenses. Les chiffres du plan d'engagement ne sont pas nécessairement et aveuglément repris sur le plan des trésoreries, tout comme au niveau du paiement à la Banque centrale. L'on devrait aussi éviter l'amalgame entretenu entre l'institution président de la République et la présidence de la République. Les crédits budgétaires ne sont pas exclusivement consommés par l'institution président de la République incarnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'institution président de la République dispose, pour remplir les hautes charges d'État, de plusieurs services regroupés sous le vocable présidence de la République. A souligner en définitive que la présidence de la République réaffirme son engagement pour la promotion de la bonne gouvernance en RDC qui passe par la bonne gestion des finances publiques afin de n'effectuer que des dépenses sur base des capacités réelles du trésor public.
Infrastructures et travaux publics, bientôt les avenues de la paix à Matete de la Libération ex-24 novembre à la hauteur du marché Selembao seront ouvertes à la circulation. Regardez le lancement des travaux d'asphaltage de ces routes sous la supervision de l'ingénieur Victor Toumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage. Willy Atunakov. Ce qui était perçu hier comme un rêve aux yeux de la population des quartiers enclavés, des communes de Kisenso et de Matete à Kinshasa devient aujourd'hui une réalité palpable. C'est là grâce aux travaux de construction d'une chaussée rigide par l'Office de voirie et drainage OVD en partenariat avec une entreprise congolaise Adiconstruct SRL. L'avenue de la Paix, tronçon compris entre le pont Matete et l'avenue Masiala, long de 2,53 km, a reçu ce dimanche 23 août 2020, pour la première fois de son histoire, sa couche d'enrobé sur 500 mètres. Accompagné du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Toumba Chikela, visiblement déterminé à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État, même les jours fériés, est descendu pour la seconde fois en l'espace de 2 mois sur ces chantiers. La première chose que je dirais, c'est de remercier le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a décidé à ce qu'on puisse faire cette route. Et notre chef direct, qui est le vice-premier ministre, qui lui, à travers le gouvernement, a traduit l'instruction du chef de l'État. C'est depuis 1983 que ces cités prenaient la forme. C'est la première fois qu'on va avoir une route asphaltée. Donc c'est pour dire que c'est un grand événement pour la population riveraine de l'avenue de la Paix de voir aujourd'hui les premiers kilomètres d'enrobé qui est en train d'être fait. Après les quartiers d'Ingui-Dingui, dans la commune de Matete, cap à présent sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, tronçon situé entre la station-service et la prison centrale de Makala, long de 850 mètres, où le numéro 1 de l'OVD s'est personnellement imprégné du début des travaux de coulage de béton armé en dépit de l'envahissement de la chaussée et débouchage des caniveaux par les vendeurs du marché Selembao. Nous sommes satisfaits parce que les travaux avancent. On a déjà fait le décapage. On a rangé la couche de fondation qui va recevoir le bétonnage. Et aujourd'hui, on est à plus ou moins 300 mètres sur une bande qui est déjà bétonnée et l'équirage est déjà fait. Mais nous avons des plaintes vis-à-vis des autorités municipales parce qu'ils ne nous aident pas à pouvoir travailler correctement. Sur la plateforme sur laquelle nous avons déjà terminé à travailler, mais la population est là. Ils reviennent avec les saletés. Vous avez la couche qui a été reçue par les laboratoires. Nous sommes obligés de reprendre les travaux à cause de l'incivisme de la population, de l'argent que nous dépensons encore. Si on ne nous aide pas dans la sensibilisation auprès de cette population, nous allons traîner pour terminer ces travaux. Et au chapitre toujours des infrastructures et travaux publics, les travaux de réhabilitation du parking du Saut de Mouton de Pompage ont déjà repris et le pont sera ouvert à la population d'ici un mois selon les ingénieurs de l'Office de voirie et drainage. Mais un seul problème, les vendeuses aux alentours de ce Saut de Mouton appellent les autorités à leur construire un marché où elles pourront exposer leurs articles en toute sécurité. Anita Luamba, Henri Alimassi étaient sur terrain. Le Saut de Mouton de Pompage a fière allure. Une œuvre moderne, construite à la vitesse éclair. Si bien qu'il était le tout premier parmi les 7 prévus à attirer la curiosité. L'enveloppe globale du projet a été réévaluée à 46 millions de dollars américains pour tous les sauts de moutons. Celui de Pompage, ouvert provisoirement à la population, est cependant au cœur d'une controverse. Les commerçants opérant aux alentours sont priés de déguerpir. Mécontents, certains donnent des leçons des travaux de génie public aux responsables de l'OVD. Nous avons dit à son temps au DG de l'OVD qu'il faut prévoir le parking. Moi, je crois que c'est bon s'il a le suivi. Si le gouvernement suit tout ça à la lettre et le gouvernement prend ses responsabilités, c'est bon. Mais s'ils font ça pour laisser tous ces gens pour se venir des chemins, là, nous ne serons pas d'accord avec ça. Pour les vendeuses, c'est l'histoire de toute une vie qui s'écroule. Ici, il y avait des étalages un peu partout. Certains y ont passé une grande partie de leur vie, histoire de faire nourrir leur famille.
Elles exigent des indemnités ou carrément un autre emplacement avant de quitter les lieux. Il n'y a pas de travail. Nous nous débrouillons pour payer le minerval des enfants. Mais on nous dit de partir. Pour aller où? Nous n'avons pas de marché ici à Pompage. Le gouvernement nous avait promis la construction d'un nouveau marché. Nous n'allons pas quitter ces lieux tant qu'il n'y a pas de salut. Saut de mouton de Pompage, une modernisation de goût amer pour ces vendeuses abandonnées à leur triste sort. Comme quoi, le malheur des uns fait bien des fois le bonheur des autres. Et le président de la République fait de l'agriculture la priorité de priorité. Le service national de Kanyama-Kasese a produit cette saison des tonnes et des tonnes de maïs. Cette production a été acheminée à Mweneditu, Mbujimaï et à Kananga. La satisfaction de la population de cette partie du pays, nous apprend Oscar Mbalkaïj. C'est une liesse totale enregistrée à Mweneditu, province de Lomami, à l'arrivée des wagons loués par le service national. Ces wagons contiennent des milliers de tonnes de maïs récoltés au centre pilote de Kanyama-Kasese vers les centres de consommation. Une réponse aux instructions du commandant suprême de FARDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au mieux-être de la population par une autosuffisance alimentaire. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous avoir envoyé cette cargaison. Même ambiance en Mbujimaï et à Kananga. Des camions poids lourds à perte de vue sont rangés en file indienne. Ces véhicules sont bourrés de sacs de maïs produits localement à Kanyama-Kasese, question d'inonder le marché et lutter contre la famine. On va dupliquer l'expérience de Kanyama-Kasese dans toutes les autres provinces. Donc la République sera arrosée des centres du service national. Et la production va inonder le pays. Il y aura la production dans toutes les provinces. On va mettre un grand centre aussi de production dans le Bandundu, un grand centre de production dans le Congo central, un grand centre de production en province orientale, ainsi de suite. Donc, c'est possible de dupliquer et c'est ça même la vocation du service national. L'expertise est là. La série continue. Les commandants du service national, le général des brigades, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, promet d'alimenter d'autres centres de consommation à travers les provinces. Les stocks est disponible et en quantité industrielle pour nourrir plusieurs bouches. Et le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers a procédé au lancement officiel de la reprise des activités professionnelles sur toute l'étendue du territoire national. Une occasion pour John Tumba de faire la ronde des différents centres de formation sur place. Il a prêté oreille attentive aux desiderata des agents de ces centres. Anita Lomba. Dans le cadre de sa mission officielle dans la province du Kwango, le ministre de la Formation professionnelle Arts et Métiers a lancé officiellement le lundi 17 août la reprise sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des activités dans différents centres, ateliers et écoles de formation. Soucieux du bien-être de la jeunesse congolaise, John Tumba s'est décidé de faire la ronde dans différents centres de formation professionnelle, question de se rendre compte des conditions de travail dans lesquelles évoluent les apprenants. Le constat fait sur place, la main-d'œuvre locale et qualifiée pose problème, faute d'un manque criant de matériel de formation dans différents centres. Ensuite, John Tumba a échangé avec les responsables des centres visités qui l'ont exposé les difficultés auxquelles ils font face. À son tour, le ministre de la Formation professionnelle a encouragé les apprenants qui ont choisi de se forger par le métier, car une main-d'œuvre locale et qualifiée reste indispensable pour booster l'émergence de la RDC, un des axes prioritaires du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je vois, il y a quand même quelques initiatives à encourager. J'ai demandé à chacun de se faire enregistrer, de se faire identifier, de sorte que lorsque nous avons les bailleurs de fonds qui vont se manifester, nous puissions les orienter
pour faire bénéficier ces ateliers et centres d'un appui financier nécessaire. Accompagné de l'inspecteur général et d'autres autorités provinciales de son secteur, le ministre de la formation professionnelle a fait escale à la division provinciale de la formation professionnelle, ce après avoir reçu le mémorandum du personnel. John Tumba leur a promis son implication personnelle pour l'amélioration de la situation socio-professionnelle des agents et cadres de la province du Kwango. Suivez le plaidoyer du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Getty Panupano, qui encourage le transfert de l'expertise étrangère dans différents domaines de la vie nationale au profit de la RDC. Luxon Kabbalah nous en parle. Le développement durable dans notre pays nécessite l'apport de tout Congolais vivant en République démocratique du Congo ou à l'étranger de partager son expertise avec le détenteur des entreprises locales. C'est dans ce cadre que le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des infrastructures, Getty Panupano, capitalise cette option levée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une valeur ajoutée pour l'entrepreneuriat congolais. L'ordre des choses, c'est d'abord la patrie. Chacun à son niveau aide pour l'instant ces populations-là au moins déjà à vivre. Bien sûr, demain, si je dois construire des usines de transformation de tomates, de tous les ingrédients qu'on peut créer ici au Congo, je suis le premier à signer. L'objectif, c'est que tout soit fait ici, tout soit transformé ici au Congo. Je souhaiterais vraiment que, comme on parle de changement de mentalité, c'est arriver à travailler dans l'unité. Par ces retours au bercail, la volonté de faire bouger les choses est manifeste. Et nous, on avait vraiment envie de marquer le pas, marquer par l'acte. Donc on a décidé, en collaboration avec Madame Thérèse, quel acte qu'on pourrait poser pour déjà leur montrer que on pose déjà cette première pierre-là. Ils vont servir simplement à niveler correctement les choses. Le projet, Madame Thérèse a ramené ça jusqu'à la présidence. Ils sont conscients. La DIRACAB a pris en main Madame Panupano, elle a décidé carrément de soutenir et donc de voir ce point-là avec le président de la République. Et nous, on a décidé de suivre ça. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec les activités du président de la République. Kinshasa sera doté d'une puissante centrale solaire qui va contribuer à l'approvisionnement en énergie supplémentaire du réseau national. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a posé la première pierre de construction de cette centrale à Menkao. Nous sommes là dans la commune de Maluku. Par ailleurs, le président de la République a participé au courant de la semaine par vidéoconférence au 40e sommet ordinaire de la SADC. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambe Somoïsa. En début de semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par vidéoconférence aux travaux du 40e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. 40 ans de consolidation de la paix et de la sécurité, des promotions du développement et de résilience face aux enjeux planétaires, c'est le thème principal de ce sommet qui aura été marqué notamment par la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant de la SADC, le chef de l'État de la Tanzanie, Dr John Pombe Magufuli, et le président entrant, le Mozambicain Philippe Jacinto Nyusi. Menkao, dans la commune de Maluku, dans la partie est de la ville-province de Kinshasa, c'est le site qui a été choisi pour la construction d'une puissante centrale solaire photovoltaïque qui va augmenter et améliorer la desserte en énergie dans la capitale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement de Menkao, où il a procédé à la pose de la première pierre de construction de cette centrale solaire. Cette infrastructure devra être une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire à Kinshasa, avec comme objectif notamment d'éclairer les zones non électrifiées de la capitale. Il s'agira d'une réalisation parmi les projets d'envergure qui contribuent à l'approvisionnement en énergie supplémentaire du réseau national et permettra de combler les déficits en électricité à Kinshasa. Dans son cabinet de travail, le président de la République, premier vice-président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part par vidéoconférence à une réunion du bureau de l'organisation panafricaine à laquelle ont participé les présidents des communautés économiques régionales. Ces assises, qui se sont déroulées en virtuel, ont été axées sur la problématique
de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Elles ont été ouvertes par le président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Intervenant à son tour, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a présenté un état des lieux de la pandémie de coronavirus sur le continent. Les participants ont été ensuite conviés aux exposés des envoyés spéciaux sur la Covid-19 et aux allocutions des chefs d'État et des gouvernements membres du Bureau de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont marqué la semaine qui touche à sa fin, entre autres la visite des installations du parc agro-industriel de Boukangalonzo qui peine à produire des résultats escomptés, constat maire fait par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba après son passage sur ce site. Visite également du centre Maman Mobutu qui est appelé à retrouver sa place dans le temps. L'épouse du chef de l'État, Denis Nyakero Tshisekedi, est allée se rendre compte de l'état de ce centre. L'avocat général à la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, Georges Moulongo, a été inhumé le jeudi dernier à Lubumbashi. Une audience solennelle s'est tenue pour honorer sa mémoire. La semaine en 5 minutes, c'est avec Malumbela. Le coronavirus se poursuit et les mesures prises renforcées. La commission prévention, contrôle et biosécurité de la riposte contre le coronavirus a amorcé l'opération de désinfection de quelques écoles et églises de la capitale pour une bonne prévention. Le bien fondé de l'utilisation de matériel de mesures barrières a été largement expliqué aux élèves, enseignants et pasteurs. Le lait maternel demeure vital pour les 6 mois des bébés. Les spécialistes en nutrition n'arrêtent jamais de le dire et aussi de sensibiliser la couche de la population concernée. Les acteurs de la santé sont revenus sur cette recommandation liée à l'importance des laits maternels pour les nourrissons au courant de la semaine qui s'achève. Un éléphant blanc, le parc agro-industriel de Boukangalonzo, avec 80 000 hectares, peine à produire des résultats escomptés depuis son lancement en 2014. Projet qui a mobilisé des sommes colossales sorties du trésor public. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'y est rendu pour faire personnellement le constat qui visiblement est amer avec des épandeurs cloués au sol, des tracteurs neufs dont les moteurs ont été retirés, des tonnes d'engrais chimiques abandonnés. Le Premier ministre a été très affecté face au gaspillage des ressources publiques qui se sont évaporées. Durant son passage dans la province du Kwango, le Premier ministre a lancé à Kenge les travaux d'entretien des routes des dessertes agricoles à travers le pays pour faciliter l'évacuation des produits agricoles en cette période de crise, travaux financés par le gouvernement de la République. Le centre féminin Maman Mobutu va bientôt retrouver sa place d'antan. Jadis une référence dans l'encadrement des femmes et jeunes filles, aujourd'hui n'est qu'un champ des ruines. La première dame de la République, Denis Nyakero, veut la faire renaître de ses cendres avec un équipement moderne et prévoit les travaux de réhabilitation du dit centre. Les plaidoyers responsabilité sociale pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, un nouveau projet qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base, appelé à fédérer des efforts de tous, y compris de la société civile pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le général-major Padiri Moïse Jonas est désormais le nouveau commandant de la 11e région militaire province de Kwilu. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions en remplacement du général de brigade Dieudonné Outupeke. Les sauts de moutons situés au rond-point Sosimat et celui situé au croisement de l'avenue de la Libération et Nyangwe seront ouverts aux usagers de la route dans les tout prochains jours. Les travaux de construction touchent à leur fin, ont rassuré les ingénieurs commis à cette tâche. 100 ans après son exclusion, la République démocratique du Congo vient d'être réadmise dans le mécanisme américain AGOA qui offre des avantages douaniers aux pays africains producteurs. C'est le fruit des avancées réalisées par le gouvernement de la République, notamment dans la lutte contre les violences sexuelles et contre la corruption. L'Allemagne entend investir en RDC dans le domaine de l'énergie. Des moyens sont déjà disponibles pour démarrer le projet. Une délégation d'investisseurs allemands a échangé avec le ministre des Ressources hydrauliques et celui de la coopération internationale sur ces sujets. Les personnels soignants commis à la riposte contre le coronavirus accusent des arriérés de plusieurs mois quant au paiement de leurs primes. Saisi de cette situation, le vice-premier ministre du budget, Baudouin Mayo, a examiné le sujet avec le coordonnateur de la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, pour trouver une issue au problème. C'est le jeudi 21 août que l'avocat général Georges Moulongo Kabange, décédé le 11 août dernier à Kinshasa des suites d'un accident de circulation, a été inhumé à Lubumbashi. Avant le départ de la dépluie mortelle dans sa ville natale, le haut magistrat a été honoré par une audience solennelle organisée au palais de justice suivie d'une messe de suffrage en l'église Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe.
Le phénomène dollarisation, un phénomène qui fragilise l'économie congolaise et contribue à l'instabilité du franc congolais. Il sévit au quotidien en République démocratique du Congo. Pour obtenir un passeport, un visa, un billet d'avion, même le GoPass, tout se paye en dollars américains. Même constat aussi fait dans les écoles privées tout comme publiques où les frais scolaires se payent en monnaie étrangère. Tous les taxes, les loyers et autres services sont payés en dollars américains. D'ailleurs, dans certaines églises, les pasteurs exigent des offrandes en dollars, un phénomène qui paralyse l'économie congolaise. C'est un dossier de Fifi Mukundi. Suivez. La République démocratique du Congo face à de nombreux défis. Elle n'est pas non seulement envahie par les groupes armés, mais aussi par les dollars américains qui bousculent sa monnaie, le franc congolais. La dollarisation des prix a atteint tous les secteurs publics et privés. Les taxes, les imprimeurs de valeurs et autres transactions sont libellées en dollars américains. À cela vient s'ajouter la tarification des biens et services, les billets d'avion, le parking aéroportuaire, créer des concerts profanes et religieux, académiques, des diffusions de messages audiovisuels et bien d'autres. Le problème de la dépréciation du franc congolais a fait qu'il y a une référence en dollars. Et il y a une pratique qui fait que les gens payent directement parfois en dollars. C'est pour préserver la valeur du prix qu'on doit payer. Aujourd'hui, la plupart des transactions se fait en dollars. Les frais scolaires des élèves, des enfants, même à l'université, c'est fixé en dollars. Donc je ne trouve pas un problème à cela parce que notre pays vit au dépendamment du dollar et non au dépendamment du franc congolais. Les églises ne sont pas en reste. Là aussi, les contributions et les offrandes sont aussi perçues en dollars américains. Mais quelles en sont les causes? Les spécialistes évoquent les facteurs de type endogène et exogène. Comme je le disais tantôt, la dollarisation, ce phénomène paralyse l'économie congolaise. Les Congolais en particulier, les qui n'ont choisi les dollars américains comme monnaie de substitution. Les Congolais préfèrent garder jalousement les dollars que le franc congolais, phénomène qui a pris de l'ampleur en République démocratique du Congo qui entraîne la dépréciation de la monnaie locale. Le franc congolais, selon les experts monétaires, plusieurs défis restent à relever pour stabiliser l'économie nationale. Un dossier de Chati Kiweme. RDC ingrénée dans la production en Afrique, surtout avec ses vastes étendues de terres, près de 80 millions d'hectares de terres arables, diversifier son économie jusque-là extravertie et mettre fin à la dépendance par rapport à la devise forte qui est le dollar, pour éviter la dépréciation chronique du franc congolais, un défi à relever dans la quête de la dédollarisation de l'économie nationale. L'État doit avoir la capacité de pouvoir investir dans l'économie domestique pour que nous soyons en mesure de consommer ce que nous produisons et que nous soyons en mesure de n'importer que ce que nous ne sommes pas capables de produire, au moins aujourd'hui. Mais les devises, le peu de devises que nous avons, nous les jetons à l'extérieur pour importer des choses dont on n'a pas besoin, alors qu'on aurait bien pu investir ici pour être en mesure de pouvoir produire localement et distribuer localement. Il y a une faute. Le drame de la RDC, c'est aussi le fait de produire ce que l'on ne consomme pas en interne et consommer ce que l'on ne produit pas, la difficulté réside dans le manque des usines de transformation. Les secteurs miniers en dit long. Nous avons toujours le système que nous ont légué la colonie depuis l'époque coloniale. On produit pour exporter. On n'a pas eu vraiment encore à mettre en place une politique qui intègre cette transformation, comme par exemple au Botswana où vous avez le diamant qui sort, qui est taillé sur place et qui sort en plein. Ça, c'est la politique qui est en train d'être mise en place. En fait, maintenant, quand on dit la diversification de l'économie, la production locale, on a du riz. On a du riz qui est produit à Bumba en assez grande quantité. Combien de ce riz arrive à Kinshasa? Pas beaucoup, mais par contre, vous allez dans Régal, dans tous les magasins, vous trouvez maintenant du riz chinois, basmati et tout ça. Les factures sont envoyées en dollars. Mais quand l'argent est rapatrié, on nous rapatrie des dollars. 60% de ce qui est exporté est rapatrié en dollars. Donc ça nous donne un coussin. Maintenant, ce coussin peut rester dans les coffres de la Banque centrale. Mais si maintenant il y a des facteurs autres qu'il faut qu'on dépense cet argent, c'est ça qui fait qu'il y a un problème de dédollarisation
c'est un problème psychologique de confiance, le problème de dollarisation. Si les gens anticipent que ça va changer, ils cherchent une monnaie refuge. Donc même les étrangers, quand ils viennent, s'ils veulent investir ici, ils ne sont pas sûrs que la monnaie va rester stable. Et donc ils préfèrent fonctionner avec les dollars. Et quand vous voyez les montants, bon, s'il y a une grande variation, vous pouvez avoir 1 million, et puis l'équivalent en dollars, c'est 17 millions, et puis 2 jours après, c'est 15 millions. Quand vous voulez changer les 15 millions, ce n'est plus le même montant que vous avez. Donc il y a un problème de confiance, il y a un problème de psychologie, il y a un problème de maîtrise des paramètres macroéconomiques. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent. Parmi les pistes et des solutions, les experts pensent qu'il faut mettre l'accent sur la responsabilité des pouvoirs publics et de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale dans l'application de la bonne gouvernance à travers la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation des recettes pour le compte du Trésor public, ajouter à cela la réglementation des marchés d'échange. Il y a également des dépenses de soutien à l'économie et toutes ces dépenses ne peuvent rencontrer que des actions qui sont liées à celles déclinées dans la matrice du plan de soutien. Si on ne fait que ça, nous allons réussir le challenge de stabilisation. Alors, quelles sont les mesures de stabilisation à proprement parler que nous préconisons? Premièrement, c'est l'ajustement budgétaire. Ce que nous demandons, c'est de réduire d'abord le premier déficit, qui est aujourd'hui à 465 milliards. Nous sommes en train de travailler au niveau du ministère des Finances et de la primature pour élaborer un plan de trésorerie qui intègre cet appui budgétaire, qui intègre des besoins de financement des mesures qui ont été prises dans le plan de soutien. Au regard des avis des uns et les autres, seule une production soutenue peut garantir la compétitivité de la monnaie locale en y ajoutant la gestion orthodoxe des ressources financières en évitant au maximum les recours à la planche à billets. La monnaie nationale, le franc congolais, continue de subir la dépréciation, conséquence flambée des prix des produits de première nécessité. Une situation qui a des graves conséquences sur l'économie nationale pour certains, favorisée par les changeurs de monnaie appelés communément combistes, accusés d'être à la base de la hausse du dollar américain. Ils arrivent même à fixer le taux sur le marché, ce qui rend difficile la stabilité du franc congolais. Et cela varie d'un combiste à un autre. Plusieurs questions sont posées ici. Qui alimente ces combistes qui leur fournit en grande quantité les devises? Est-ce qu'ils sont enregistrés à la Banque centrale du Congo? Payent-ils leurs impôts? Tentative de réponse dans ce dossier de Ridis Kitutu. Le marché parallèle de la monnaie en République démocratique du Congo existe depuis l'époque coloniale, avec le phénomène dollarisation qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les transactions financières. Il ne se passe pas une seconde sans qu'il y ait vente ou achat de dollars dans les différentes places financières de la capitale. Les cambistes se comptent par milliers dans les différentes associations reconnues par la Banque centrale du Congo. Mais est-ce cette institution financière qui disponibilise les dollars aux cambistes pour faire tourner leurs activités? Les cambistes ne vendent pas les dollars. Nous sommes des commerçants. Nous sommes en train de vendre nos francs congolais à l'équivalent des dollars. Nous trouvons nos francs dans des personnels, des sociétés privées qui nous fournissent des francs. Et ces francs-là, nous les mettons à la disposition des cambistes de la cité. Et parfois, il y a certaines sociétés qui ont l'amabilité d'aller payer les taxes en francs. Des fois, quand ils ont leurs devises, ils nous amènent les devises pour trouver les francs chez nous. Mais l'argent, ça vient de partout. Les parents ou quoi, peut-être il est pensionné, on l'a payé son élimination. Il vient aussi près de nous, voire même des commerçants peut-être qui viennent ailleurs ou comment si vraiment il a des francs congolais, il peut venir à tout moment. Donc ça vient de partout. Pour rappel, ce métier de cambiste a un lien avec les colons belges. L'échange tire son origine des trocs. Nous travaillons avant même que la Banque centrale soit née. Les cambistes existaient. Alors, lorsqu'il y a eu la colonisation, les colons sont venus mettre un système bancaire. Mais ce système bancaire-là, c'était pour exporter
les capitaux vers les années 1991, lorsqu'il y a eu une crise. C'est par là que nous avons revu cette circulaire, parce qu'il y avait des textes qui étaient en train de réglementer l'échange, c'était des textes des rois des Belges. Nous avons changé les circulaires qu'on appelait 266 bis pour avoir un circulaire que nous avons commencé à organiser ces métiers qui étaient en l'informel, qu'on appelait même marché noir. Certains parmi eux sont des entrepreneurs et sont dans le monde des affaires. Ils s'autofinancent à travers les bureaux de change agréés par la Banque centrale du Congo. Nous sommes toujours contrôlés par la Banque centrale et tu peux évoluer librement, c'est ça. Mais la banque qui a un problème, ils appellent. S'il y a l'inflation ou il y a quoi, ou bien des désordres, peut-être les gens ne veulent pas prendre des coupures telles, la banque peut nous convoquer pour en discuter. Alors, nous ne fixons plus les taux, puisque fixer les taux dans des marchés comme ça, c'est pour imposer les gens. Non. Nous travaillons selon la production et l'économie du jour au jour. La Banque centrale du Congo, la grande institution financière, a un œil vigilant quant au respect des textes réglementaires en matière de monnaie de change et des opérations financières. Pour ouvrir les bureaux d'échange, il faut avoir l'agrément. C'était auparavant 5 000 $. On a essayé un peu de s'échanger avec la Banque centrale. On a discuté et on a arrivé jusqu'à 2 500 $ et 1 500 et 1 000. Et là maintenant, pour l'échangeur de la rue, on l'appelle l'échangeur manuel et physique. Et là, on demande l'agrément de 150 $. Face à cette activité à risque, les cambistes déplorent les braquages, la mise en circulation de faux billets des banques et l'inflation galopante. Face à l'instabilité de la monnaie, l'Institut financier rappelle que les bureaux d'échange et les cambistes manuels personnes physiques sont tenus d'afficher leurs cours d'échange exclusivement à l'intérieur de leurs locaux. La monnaie, un symbole de souveraineté nationale et par conséquent, elle doit être protégée et bien gardée pour maintenir sa stabilité et sa valeur dans le marché. Au-delà de l'aspect économique, la monnaie a aussi une dimension culturelle, psychologique, juridique et politique. Malheureusement, le franc congolais connaît une forte inflation due, entre autres, au phénomène dollarisation qui entraîne sa dépréciation du jour le jour. Essayons de suivre le cours de notre monnaie depuis Zaïre Monnaie, nouveau Zaïre, jusqu'au franc congolais et surtout l'évolution de son inflation à travers cette chronique. La monnaie, c'est une unité de compte, un ensemble de billets ou pièces utilisées dans les échanges commerciaux. Elle est émise par une institution officielle. La monnaie est un symbole de souveraineté nationale qui doit être jalousement gardé, protégé et ne doit pas faire l'objet d'une contrefaçon. Question de maintenir sa stabilité et sa valeur dans le marché. Une monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir comme moyen d'échange. Cet instrument de réserve n'a pas seulement une dimension économique, mais aussi sociale, politique, culturelle, psychologique et juridique. En période de trouble ou de perte de confiance, une monnaie de nécessité peut apparaître. C'est le cas du nouveau Zaïre à la fin de la Deuxième République qui a connu une hyperinflation et un taux de croissance négatif. Plusieurs facteurs peuvent expliquer aujourd'hui l'inflation qui entraîne la dépréciation de la monnaie locale et rend le calcul économique difficile. On peut citer, entre autres, la mauvaise canalisation des recettes publiques, le mauvais état des routes et les multiples points de contrôle sur les routes des dessertes agricoles, conséquence de la hausse des prix de certains produits de première nécessité observés à Kinshasa et dans d'autres grands centres de consommation de la République démocratique du Congo. Cette situation on ne peut plus alarmante a poussé le gouvernement de la République à utiliser plus que ce qu'il a encaissé.
Selon la Banque centrale, le déficit s'est établi à 1999,9 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de 41 milliards de francs congolais. Et il faut ajouter à cela la pandémie du coronavirus qui a également participé à la volatilité inquiétante du taux d'échange avec une forte dépréciation du franc congolais qui se négocie actuellement à 2000 francs congolais le dollar américain. La forte dollarisation fragilise l'économie nationale. Une politique de réforme monétaire serait-elle envisageable pour juguler l'inflation et booster la croissance économique? La réponse est à chercher dans les différentes politiques monétaires et de change menées par la Banque centrale depuis 1963. L'objectif principal de ces réformes, c'est de réduire les dépenses et maximiser les recettes du pays en réduisant les exemptions fiscales et autres systèmes de compensation comme le coût d'entrée des marchandises dans le pays. Trop d'exonérations font perdre à l'État congolais des milliers de dollars américains. Il s'est de relever que beaucoup trop de services de l'État ponctionnent les opérateurs économiques aux frontières du pays sans que la très grande majorité de ces recettes ne soit traçable dans les caisses du Trésor public. La mise en application de ces réformes pourrait permettre de dégager entre 500 millions et 1 milliard de dollars américains de recettes supplémentaires, selon les estimations des experts. Par ailleurs, la culture du civisme monétaire national aiderait à la stabilisation de la monnaie locale. Aussi, il faut inculquer aux Congolais la notion de recourir aux banques pour toute opération monétaire. Surtout, l'opération de change serait parmi les mesures d'encadrement de la stabilité de la monnaie locale. Une stratégie à inclure dans la politique des réformes monétaires. Il revient enfin aux Congolais de respecter et de prendre soin du franc congolais comme ils le font avec toute devise étrangère. La monnaie est symbole de souveraineté nationale comme le drapeau, les emblèmes et armoiries de tout pays. Autre chose, après plusieurs mois de confinement, les Congolais bloqués en Ouganda en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont regagné le sol congolais. Ils ont été sensibilisés au respect de gestes barrières. Patience Mboyo. Sous l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmise par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Ouganda, en collaboration avec les autorités ougandaises, a rapatrié 75 citoyens congolais souhaitant rentrer au pays le vendredi 21 août 2020. Ce retour a été supervisé par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda, qui a tenu à rappeler à ses Congolais le respect strict des gestes barrières une fois sur le sol congolais. La présence de tout le monde ici qui cherche à retourner au pays constitue la preuve de ce que nous aimons notre pays. Nous sommes organisés pour obtenir l'autorisation spéciale pour votre retour au pays. Ça n'a pas été facile, mais c'est la raison pour laquelle nous devons remercier les autorités ougandaises qui, en dépit des mesures qu'ils ont prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, nous devons remercier les autorités de notre pays. Mais ma recommandation, aujourd'hui vous partez en bonne santé. C'est parce que vous avez eu à respecter les règles et les instructions prises par les autorités ougandaises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc, les mêmes instructions sur le respect des distanciations sociales, sur le port obligatoire des masques, vous devez les respecter aussi sur notre territoire en arrivant au Congo. Parlons encore de la prévention contre le coronavirus. La délégation du Fonds national de la solidarité contre la Covid-19 a eu une séance de travail avec le comité de riposte contre la Covid de la province du Lualaba. Ensemble, ils ont échangé sur les activités de prévention contre le coronavirus menées à Lualaba et sur la récolte de fonds pour la lutte contre cette maladie. Nadine Kilocho, Oscar Mbalkaïj nous en parle. Cette séance de travail entre la délégation du Fonds national de solidarité contre la Covid-19
conduite par le pasteur Dominique Mukanyawabanza et le comité de riposte à la Covid-19 de la province du Lualaba, s'est voulu un cadre d'échange de toutes les informations en rapport avec les différentes opérations menées par le comité de riposte à la Covid-19 du Lualaba, en présence du gouverneur Richard Mouyej-Mangezmans, qui a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation de Kinshasa, bien avant de laisser la parole au ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, qui a présenté le tableau des différentes réalisations en partant de la mobilisation des différentes parties prenantes en janvier dernier pour la mise en place du comité multisectoriel de riposte à la pandémie, en passant par cette question sur la création du fonds des solidarités et en chutant sur la présentation des donations réparties en deux types, à savoir nature et numéraire ou espèces reçues par la province. Comptant de cette présentation claire et bien détaillée, la délégation du Fonds national des solidarités contre le coronavirus s'est dit satisfaite du travail abattu dans la province du Lualaba sous le leadership de Richard Mouyej-Mangezmans. Elle a profité de l'occasion pour remettre symboliquement les différents équipements de lutte contre la Covid-19 qu'elle a apportés à la province pour renforcer son efficacité. Et Richard Mouyej-Mangezmans se félicite de cette initiative. Nous ne pouvons que nous estimer heureux et remercier le chef de l'État pour cette initiative qui relève de l'anticipation. On a déconfiné, mais la pandémie est là. Cette structure va nous aider à continuer à gérer cette lutte et nous devrions tous adhérer à cette démarche pour que les résultats puissent servir à nos communautés de base. Après la séance de travail, la délégation de Kinshasa a fait la ronde des différents sites retenus par le comité de riposte à la Covid-19, à savoir le site de la quarantaine, de prise en charge et autres. Une manière de s'imprégner, sans doute, de ce qui a été fait et qui se réalise sur terrain. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, les bus Transco ont repris leurs itinéraires interurbains Kinshasa-Kikwit, Kinshasa-Matadi, une reprise qui respecte les gestes barrières à la satisfaction des usagers, nous apprend Pierre Mbouyou. En cette période de la fin de l'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie mondiale du coronavirus, le gouvernement de la République fait l'expansion au Congo profond de toutes les activités de la firme Transco. L'une de ses grandes priorités socio-économiques dans le secteur du transport routier, gage de la connexion efficace des grandes villes et cités du pays. La matérialisation concrète de cette ferme volonté gouvernementale est traduite en actes par la direction générale de cet établissement public qui a procédé à la relance officielle et à la reprise 5 mois après l'arrivée du Covid-19 des lignes d'exploitation interurbaines Kinshasa-Matadi-Boma Kinshasa, Kinshasa-Kenge-Kikwit Kinshasa. Depuis le mois de mars, nous sommes frappés par la pandémie. Notamment, la ville de Kinshasa était isolée des provinces. L'activité était suspendue. Nous venons de répondre suivant les calendriers que le gouvernement a retenus après la levée de la mesure d'état d'urgence par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est le port obligatoire des masques dans les véhicules, dans les autobus. La réouverture de ces lignes interurbaines constitue un signal fort que Transco lance auprès des usagers routiers congolais qui leur offre de meilleures conditions de mobilité sur les multiples artères du pays, et ce, en dépit des affres économiques causées par le tsunami médical mondial du coronavirus. C'est une crise sanitaire, mais les mesures prises pour préserver, protéger la population ont eu des impacts économiques importants. Il n'y avait plus de relation fondamentale entre les charges et les revenus que nous faisons. Nous comptons toujours sur cette attention et l'appui du gouvernement pour que nous remontions très bien que la pandémie derrière nous, nous préservions les services que Transco fournit à la population. Il convient de rappeler que le prix du billet fixé à 30 000 francs congolais par personne n'a pas changé dans les 4 bus Transco d'une quarantaine de places assises chacun, commis quotidiennement au transport interurbain, et les mesures barrières de riposte contre le coronavirus sont scrupuleusement observées par tous les passagers. Politique, la Convention républicaine, parti politique allié de l'UDPS, exprime sa gratitude envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la reconduction du patriarche Kitengeyezu dans le comité de suivi de l'accord FCC-CACH. Il l'a déclaré à l'issue d'une réunion. Suivez.
Cadre de concertation et d'échange entre CAP pour les changements, CACH, et le Front commun pour le Congo, FCC, les deux regroupements politiques au pouvoir ont adopté une commission ad hoc pour la poursuite des négociations sur le processus et la stratégie de gestion des activités de la République. Dans le staff de la délégation du CACH, le patriarche Kitenge Yesu, au représentant et envoyé spécial du chef de l'État au comité de suivi de l'accord CACH-FCC est maintenu. Le bureau politique de la Convention des Républicains CR, allié de l'UDPS, s'en réjouit et exprime sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Convention des Républicains encourage son autorité morale. Le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État a accompagné inlassablement le président de la République dans ses lourdes charges et n'aménagera aucun effort pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous, membres de la Convention des Républicains, félicitons notre autorité morale, le patriarche Kitenge Yesu, pour la confiance méritée auprès du chef de l'État. Pour les membres de la Convention républicaine, la reprise des échanges entre FCC et CACH devrait se consacrer à tout ce qui touche l'intérêt national. Ainsi se termine cette grande édition vespérale. C'était un réel plaisir de vous informer. Bon début de semaine à toutes et à tous. Surtout, continuez d'observer les gestes barrières pour limiter la propagation de la Covid-19. À 22h, retrouvez Lucie Lavie, Chissienda, merci et au revoir.